Tu veux devenir auto-entrepreneur, ok, mais avant ça, ne fais pas l'une de ces 9 erreurs. Sinon, tu vas perdre du temps, de l'argent, voire recevoir une belle amende. Donc, on est parti sur mon écran pour que je te partage chaque erreur les unes à la suite des autres. Et tu vas voir que certaines, si tu les fais, c'est des amendes. D'autres, c'est des pénalités lorsqu'on est auto-entrepreneur. Donc, au moins, tu vas absolument tous les éviter. Donc on est parti, on commence par la première erreur qui est ne pas comprendre le fonctionnement des plafonds lorsqu'on a une auto-entreprise, donc une micro-entreprise. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils peuvent gagner autant qu'ils veulent en auto-entreprise et c'est faux. Il y a des plafonds annuels de chiffre d'affaires à respecter. Donc ces plafonds, c'est 77 700 € si tu es en prestation de service. Ça pourrait être l'exemple d'une personne qui est en freelance. Et 188 700 € si tu vends des biens. Donc ça pourrait être une personne qui fait de l'achat-revente, de l'e-commerce, etc. Et par contre, il faut dépasser le plafond de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives pour être obligé de changer de type d'entreprise, donc pour fermer sa micro-entreprise. Ce qui est bien, c'est que ça signifie que si, imaginons, tu fais un chiffre d'affaires supérieur à ce qui est ici, imaginons tu fais non pas 77 700, mais tu fais 90 000 €, imaginons la première année, bah, la deuxième année, tu peux encore rester avec ton statut auto-entrepreneur, donc en micro-entreprise. Par contre, si tu le redépasses une deuxième année, là, tu devras changer de statut. Mais si, imaginons, la deuxième année consécutive, tu ne le dépasses pas et tu es en dessous du chiffre, imaginons 77 700, dans ce cas-là, bah, c'est bon, tu repars sur une nouvelle année en micro-entreprise parce que tu n'as pas dépassé 2 années consécutives. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment prendre en considération. Deuxièmement, c'est ne pas opter pour le bon régime fiscal. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent et du coup, qui peut vraiment te coûter pas mal d'argent. Je vais te partager avec des exemples concrets. Donc, il faut savoir qu'en micro-entreprise, tu peux choisir entre le versement libératoire et le prélèvement classique de l'impôt sur le revenu en fin d'année. Alors, le versement libératoire, c'est souvent plus avantageux si ton revenu il est important. Donc, tu paies un pourcentage sur ton chiffre d'affaires qui est faible et c'est terminé. Il n'y a plus d'impôts à la fin de l'année. Tu les payes en fait soit de manière mensuelle ou trimestrielle au même moment que tu payes l'URSSAF. Donc, les conditions pour bénéficier de ce régime du versement libératoire, il y en a 2. La première, c'est que le versement libératoire, il faut que sur ton avis d'impôt N-2, donc quand on est en 2025 sur l'avis d'impôt de 2023, concrètement, tu sois en dessous de certains seuils que je vais te partager. Et ce seuil, alors là, c'est pour l'exemple de 2024, mais 2025, ils n'ont pas bougé les seuils, donc on est sur les mêmes seuils. C'est un revenu imposable en dessous de 27 478 €. Donc si sur ton revenu imposable, tu as moins de 27 478 €, dans ce cas-là, tu peux avoir le versement libératoire. Ça, c'est si tu es une part, une personne seule. Si tu es 2 parts, en couple, 54 956. Après, il y a couple avec enfant et un couple avec 2 enfants. Donc forcément, ça monte petit à petit. Et le taux du versement libératoire, bah, concrètement, il est calculé au moment directement où tu payes ton URSSAF. Donc c'est 1% pour les entreprises de vente ou fourniture de logement, 1,7% pour les entreprises réalisant des prestations de services et 2,2% pour les titulaires de bénéfices non commerciaux. Donc au maximum, c'est 2,2%. Entreprise de vente ou de fourniture de logement, là ça comprend aussi dans cette partie-là l'achat-revente directement. Donc une personne qui fait de l'achat-revente, qui imaginons fait 200 000 € de chiffre d'affaires en micro-entreprise, s'il a le versement libératoire, il va payer qu'un seul % d'impôt sur 200 000 €, il va payer 2 000 € d'impôt, ce qui est extrêmement faible, tandis que s'il a l'impôt sur le revenu classique, là il va payer énormément d'impôts. On peut compter, au lieu de payer 2 000, je pense qu'il payerait plus autour des 15 000, donc ça ferait quand même, voire même plus, même 20 000, donc ça ferait quand même une très grosse différence. Donc maintenant, on va faire une simulation pour voir si c'est intéressant d'avoir le versement libératoire pour toi. Alors là, on prend un premier cas où c'est pas intéressant. Donc ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'activités et en fonction de notre activité en micro-entreprise, les impôts, quand on est à l'impôt classique, ils vont prendre un abattement. Si imaginons j'ai gagné 100 000 € en un an, ils vont pas m'imposer sur 100 000 €, ils vont mettre un abattement sur ces 100 000 € et m'imposer après cet abattement parce qu'ils estiment que j'ai des charges, que j'ai des frais, etc. Donc quelqu'un qui fait de la vente de marchandises, l'État prend un abattement de 71%. Donc pour faire simple, si on prend l'exemple de 100 000 €, encore une fois c'est un chiffre pour que ce soit simple à comprendre, bah, l'État va prendre 71% d'abattement. Donc on va être imposé non pas sur 100 000 €, mais sur 29 000 € juste ici. Si on fait de la prestation de service BIC, là c'est 50%, donc si on a fait 100 000 €, on va être imposé sur le revenu à 50 000 €. Et prestation de service BNC, 34%, donc ici on sera imposé sur 66% directement. Donc imaginons ici on prend une personne qui réalise 1 000 € par mois de chiffre d'affaires en prestation de service. Donc ici pour l'exemple une activité de création de site internet, donc elle fait 12 000 € par an. Donc résultat, au niveau de son imposition, pour sa base imposable, donc on peut voir que le service BIC c'est 50%,
Donc sur ces 12 000 euros, l'État va prendre un abattement de 50%, donc ils vont l'imposer sur 6 000 euros. Et ensuite, au niveau des 6 000 euros, il y a des tranches d'imposition. Donc on peut voir que de 0 à 11 294 euros en France en 2025, pour le coup, on paye 0. Après, on paye 11 sur la tranche d'après, puis 30, puis 41. Donc on paye jamais la tranche à 41, c'est toujours étape par étape, tranche par tranche. Donc même quelqu'un qui est extrêmement riche, comme Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de France, bah, il a sa première tranche qui est aussi à 0% d'impôt, jusqu'à 11 000. Après, il passe à la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc là, si on prend l'exemple, 6 000 euros de revenus imposables est égal à 0%. Donc ici, il n'est pas intéressant de choisir le versement libératoire pour cette personne parce qu'elle ne paye aucun impôt si elle est à l'impôt classique. En revanche, avec le versement libératoire, elle devra payer 1,7% soit de 12 000 euros fois 1,7, ça fait 204 euros. Et c'est pas de l'impôt qui est récupérable. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Donc là, vraiment, elle va devoir payer 204 euros malgré que de base, elle n'est pas imposable. Donc c'est pour ça que c'est vraiment à voir si c'est pertinent. Mais si tu penses faire un certain chiffre d'affaires, franchement, dès que tu commences à être imposable, ça devient intéressant directement. Maintenant, on prend ici un autre cas. Là, c'est une personne qui réalise 4 400 euros par mois de CA en prestation de service. Pareil, j'ai pris l'exemple création de site internet, donc ça fait 52 800 euros par an. Donc là, au niveau du résultat, l'abattement, donc au niveau des impôts, ils vont l'imposer sur 26 400 euros. Donc là, c'est par tranche. Donc première tranche, la personne est à 0. Ensuite, la deuxième tranche, juste ici, elle est à 11. Donc ça fait 1666 euros et 66 euros d'impôts. Donc ici, si on regarde bien, ça fait donc 52 800 euros x 21,20 plus ici, ça c'est le versement libératoire. Ça fait en termes de taxes totales ici, si on prend en considération, ça fait 12 855,26 euros. Et si on prend de l'autre côté, juste là, avec le versement libératoire, donc 52 800 x 21,20 plus 1,7, ça fait 12 091. Donc ici, il est plus intéressant de choisir le versement libératoire pour cette personne parce qu'elle économise quasiment 1000 euros d'impôts par an. En sachant que plus la personne va gagner d'argent, plus le versement libératoire est intéressant. Donc le seul cas où c'est pas pertinent, c'est si pour le coup, on pense être sur des revenus qui sont non imposables, donc en dessous de 12 000 euros par an. Pas qu'avec sa micro-entreprise, mais au niveau de soi personnellement. Maintenant, on voit la deuxième condition. Donc deuxième condition, c'est que le chiffre d'affaires de l'année précédente, donc sur une période de 12 mois, il doit être au plus égal au plafond juste ici. C'est-à-dire que si on a dépassé le plafond, qu'on peut dépasser, on l'a vu, une fois, maximum 2 fois pour changer de structure. Si on l'a dépassé une fois et qu'on veut faire la demande de versement libératoire, c'est pas possible parce qu'il faut être en dessous de ces fameux plafonds juste là. Après ça, on va regarder la troisième erreur juste ici, c'est oublier de déclarer son chiffre d'affaires même quand c'est 0 euros. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent et même en commentaire, j'ai des personnes qui me disent moi, j'ai jamais déclaré mon chiffre d'affaires avec ma micro-entreprise parce que j'ai fait 0, donc ça fait 6 mois que j'ai pas déclaré, etc. Et ça, c'est une très très grosse erreur. Pourquoi ? Parce qu'on a une pénalité qui s'applique de 58 euros et 90 euros, enfin 58 et 90 centimes sur chaque déclaration manquante. Donc si imaginons on a opté pour la déclaration mensuelle, bah, si pendant un an on n'a pas déclaré, c'est plus de 600 euros qu'on va devoir payer en pénalité. Donc c'est quand même assez important. Donc c'est pour ça, peu importe le montant, il faut vraiment que tu n'oublies pas de déclarer, il faut absolument le faire. Sinon, en fait, ils vont pas te demander, en plus c'est ça qui est un peu traite, c'est qu'ils vont pas te faire la pénalité au moment où tu n'as pas déclaré. C'est souvent à la prochaine déclaration où tu vas te redéclarer, que là ils vont te dire oui mais toute cette période là vous n'êtes pas déclaré et vous nous devez tant. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes des fois qui ont leur micro-entreprise depuis 2-3 ans qui n'ont pas déclaré et qui vont avoir cette mauvaise surprise lorsqu'ils vont refaire une déclaration parce que même s'ils souhaitent fermer la micro-entreprise, il faut déclarer le dernier chiffre d'affaires. Et là souvent ça peut être des pénalités à 1000 euros, 1500, 2000 euros, donc c'est vraiment énorme. Donc vraiment n'oublie pas ça parce que voilà, sinon tu vas payer quasiment 59 euros par déclaration, c'est énorme. Ensuite, quatrième point, c'est mal choisir sa domiciliation, notamment en se mettant sur une ville qui a une forte CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en auto-entrepreneur, donc en micro-entreprise. Elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et surtout de notre adresse de domiciliation. Et en fonction de où est-ce que tu te domicilies, que ce soit chez toi, au sein d'un centre de domiciliation, tu vas pas du tout payer le même montant par an. Et donc tu vas voir comment payer le moins possible. Donc là, rien que cette astuce-là, je vais pouvoir te faire économiser largement plus de 500 euros par an, donc plus de 50 euros par mois. Donc regarde bien, c'est juste hyper intéressant. Alors il y en a plein qui le savent, hein. Je sais que sur la chaîne vous êtes plein aussi à faire ça, on est plein à le faire, mais il y en a aussi qui ne connaissent pas. Donc du coup c'est un bon moyen d'économiser beaucoup d'argent, surtout de manière 100% légale.
Donc c'est quoi la domiciliation d'entreprise? Alors la domiciliation d'entreprise, ça désigne l'adresse administrative et fiscale officielle d'une entreprise. Donc cette adresse, elle est essentielle parce qu'elle figure sur tous les documents officiels, que ce soit les factures, les devis, les contrats avec nos clients si on a des contrats, etc. Et on peut soit domicilier son entreprise chez soi lorsqu'on crée sa micro-entreprise, et par contre, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que l'adresse personnelle de là où on habite, elle est divulguée. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que sur Internet, quand quelqu'un va taper notre prénom et notre nom, si quelqu'un a même ne serait-ce que notre nom de famille, bah, automatiquement, quand il le tape sur Google, il va y avoir des registres publics qui sortent. C'est des sites comme Le Greffe, Papers, et il y en a d'autres, il y en a énormément. Et vu que la micro-entreprise, ça fait partie du registre public, bah, ils ont légalement le droit d'afficher notre adresse personnelle. Donc finalement, ça va afficher notre nom, prénom, le numéro de l'entreprise, la date de création. Donc ça, au pire, c'est pas très grave. Mais par contre, l'adresse, et c'est l'adresse où on habite, l'adresse où on dort la nuit. Donc en termes de vie privée, ça, c'est pas top du tout. Donc moi, je te déconseille de te domicilier à ton adresse personnelle. Et le deuxième point, c'est plus financièrement, que ça va coûter en plus beaucoup plus cher. C'est que pour le coup, la CFE, elle est très élevée en France, mis à part sur Paris. Alors, le minimum du minimum, c'est 243 € par an. Mais il faut savoir que personne paye 243. La majorité des personnes vont payer autour des 1000 € par an de CFE. Moi, avant, j'étais domicilié sur Bordeaux, avant d'être domicilié sur Paris, où tu vas voir la CFE, elle est 10 fois moins chère. Mais concrètement, je payais quasiment 1000 €. J'étais à 980 € et quelques. Et qu'en fait, ça va dépendre du chiffre d'affaires qui est réalisé. Mais pour le coup, moi, j'étais sur ce chiffre d'affaires-là entre 10 000 et 32 000, et plus proche des 10 000 que des 32 000. Et j'étais avec quasiment 1000 € de CFE. Donc, c'est vraiment assez important, surtout que c'est chaque année qu'il faut la payer. Donc si tu souhaites payer la CFE la moins chère de France, le mieux c'est de te domicilier sur Paris. Pourquoi? Parce que sur Paris, elle est plafonnée à 72 € par an maximum. Donc ça fait une énorme différence. Donc pour ça, je vais te montrer moi le service que j'ai utilisé pour domicilier ma micro-entreprise sur Paris. Et d'ailleurs, juste avant, je vais te montrer surtout les avantages. Donc, il y en a 3. Le premier, c'est que tu payes et t'économises jusqu'à 1000 € de CFE par an, ce qui est vraiment non négligeable. Deuxièmement, tu dissocies ton adresse personnelle de ton adresse professionnelle, donc il n'y a pas d'impact sur la vie personnelle. Et troisièmement, l'adresse personnelle, elle est non divulguée. C'est-à-dire que quand quelqu'un va taper ton nom et ton prénom sur Google, il va tomber sur une adresse, mais ça va être l'adresse de domiciliation de l'entreprise. Donc, c'est tout simplement l'adresse du centre de domiciliation. Donc, c'est pas là où tu habites, c'est juste une boîte aux lettres directement. Donc, en termes de vie privée, c'est beaucoup mieux et c'est de plus en plus important aujourd'hui quand on voit ce qui se passe en France, finalement de protéger aussi sa vie privée parce que il n'y a pas forcément que des gens bien intentionnés. Donc dans mon cas, le service par lequel je suis passé, c'est Legal Place, qui pour le coup a vraiment le meilleur service là-dessus. Bon, c'est les numéros 1 en domiciliation et c'est surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Donc moi, je suis passé par eux, ils sont vraiment top. Ça fait 2 ans que je suis avec eux. Et pour le coup, d'ailleurs, je leur ai demandé, étant client, c'était possible d'avoir un code promo. Ils m'en ont donné un, donc que tu peux utiliser, qui est Julien Oka, au moment où tu prends ta domiciliation et ça donne droit à 15% de réduction. Et de toute façon, je te mettrai le lien en description pour arriver sur cette page et te domicilier directement. Mais c'est vraiment l'une des choses les plus importantes en micro-entreprise qui permet de faire les plus grosses économies. Parce qu'on l'a vu, le versement libératoire, ça peut être intéressant, mais il y a aussi d'autres choses comme la domiciliation qui là, vraiment en termes d'économie, c'est chaque année et c'est de manière très importante parce que c'est pas plafonné. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, on passe au cinquième point. Cinquième erreur, c'est mal comprendre le fonctionnement de la TVA ou son absence de TVA pour certains. Alors, les plafonds de TVA en micro-entreprise, donc pour 2025, je vais te les partager pour que ça puisse être un petit peu plus clair. Alors, il faut savoir que à partir d'un certain chiffre d'affaires, il va falloir facturer la TVA à nos clients. Donc, pour faire un exemple simple, imaginons on achète et on revend des marchandises. On peut voir que là, il y a 2 seuils. On a le seuil de la micro-entreprise, donc ça, c'est le plafond de chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, on a le seuil de franchise de TVA. Donc pour faire simple, jusqu'à 85 000 €, en dessous, on ne facture pas la TVA. Donc si je vends un produit 20 €, je lui vends 20 € directement. Par contre, dès que j'arrive à ce seuil-là, à 85 000 et plus ici, si j'y arrive, si j'y arrive pas, du coup, il n'y aura jamais de TVA. C'est annuel, bien entendu. Dans ce cas-là, je vais devoir facturer la TVA. Donc facturer la TVA 20% à mes clients. Et cette TVA-là, je vais la collecter pour la redonner à l'État. Donc c'est finalement une taxe qu'on collecte, qu'on redonne à l'État. Bien entendu, si imaginons j'avais un produit 20 € qui a 20% de TVA, donc il va être à 24 mon produit.
Eh bien, l'État, au niveau de l'URSSAF, les cotisations URSSAF, ils vont pas nous les faire payer sur le TTC avec la TVA, parce que la TVA, c'est juste quelque chose qu'on redonne à l'État. Ils vont nous la faire payer sur le hors-taxe. Donc, si imaginons, j'ai fait, par exemple, 100 000 euros de chiffre d'affaires TTC, donc 80 000 euros hors taxe, il y a 20 000 euros de TVA. L'URSSAF, je vais payer de l'URSSAF exclusivement sur les 80 000 euros, pas sur les 20 000 de TVA, parce que les 20 000, bah, c'est pas mon argent, c'est juste que j'ai collecté ça pour l'État directement. Donc ça, j'espère que c'est clair à ce niveau-là. Si c'est pas clair, n'hésite pas à mettre tes questions. Mais je vais te prendre un exemple pour que ça soit vraiment le plus clair. Maintenant, quelles sont les règles pour la franchise de TVA en micro-entreprise? Alors là, il y a plusieurs choses. C'est que les micro-entreprises, déjà, on est exonéré de TVA dès le départ. Donc, on peut voir que ici, alors ça, c'était quelque chose c'était quelque chose qu'ils ont voulu faire passer, 25 000 euros pour toutes les activités confondues. La réalité, c'est que c'est pas passé. Mais je voulais quand même te le partager parce que c'est quelque chose qui est sujet à changement. Mais pour 2025, à voir en 2026, mais les seuils, on les a juste ici, 85 000, et ici, on a 37 500. Et parce que ça a été refusé maintenant, il y a quelques semaines, parce qu'ils voulaient faire passer le seuil de franchise de TA à 25 000, mais c'est pas passé. Et donc, concernant ces seuils-là, voilà, 85 000, 37 500. Maintenant, si on prend un exemple d'un freelance juste ici, là, je t'ai pris un exemple avec s'ils avaient fait passer cette nouvelle réforme à 25 000. Et là, tu aurais vu que c'était quelque chose vraiment d'assez important à prendre en considération. C'est que ici, sur 26 500 euros, la TVA facturée 20%. S'ils auraient mis la TVA à 25 000 en termes de seuil de franchise, qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait que directement ici, sur un certain CA, si on prend l'exemple de 1000 euros pour l'exemple, on aurait du coup 1200 euros à facturer à notre client, donc 200 euros de TVA, et à redonner à l'État. Mais maintenant, vu que ils n'ont pas fait passer ça à 26 500 et que ça reste 85 000 en termes de chiffre d'affaires ou sinon 37 500, ça va dépendre de ton activité. Donc si tu fais de la prestation de service ou une activité libérale, c'est 37 500. Et si tu fais de la vente de marchandises ou aussi d'autres activités, ça rentre dans 85 000. Maintenant, comment savoir si la micro-entreprise, elle respecte les plafonds? Donc pour ça, il faut suivre son chiffre d'affaires. Donc là, ça va être utiliser des logiciels de facturation pour avoir une alerte en cas de dépassement des seuils. Je te partagerai d'ailleurs juste après l'outil gratuit que je me sers, qui est vraiment top là-dessus depuis pour tout faire en fait, tes factures, tes devis, suivre ton chiffre d'affaires, etc. Maintenant, on va voir le 6e des éléments qui est très important. Ça va être ne pas utiliser d'outils de facturation pour suivre son chiffre d'affaires, faire des factures, devis, etc. Parce que notamment la partie facture, c'est quelque chose d'obligatoire en micro-entreprise. Et beaucoup l'oublient. Beaucoup se disent, bon, moi je fais pas de facture, ça sert à rien, etc. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de contrôles URSSAF. Et s'il n'y a pas de factures qui ont été faites avec de l'argent qui a été encaissé sur un compte bancaire, là, ça peut être vraiment problématique. Il peut y avoir des grosses pénalités. Donc moi, je vais te montrer comment te mettre en règle dès le début, avant même que tu aies fait rentrer ton premier euro, pour avoir un outil qui te permet de faire des factures, des devis, etc. Alors dans mon cas, moi j'utilise cet outil-là qui est Indy. Donc je les utilise depuis plus de 2 ans. Donc pour mon statut d'entrepreneur, ma micro-entreprise. Donc eux, ils ont aussi des versions payantes. Mais moi je suis sur la gratuite. Celle que je te conseille, elle est vraiment super. Et tu vas pouvoir tout faire depuis directement Indy. Donc des factures, des devis, suivre ton chiffre d'affaires. Tu as des alertes aussi en temps réel dès que tu dépasses certains seuils. Donc ça c'est vraiment bien. Et d'ailleurs je te mettrai un lien en description pour avoir la version gratuite. Et au-delà de ça, un bonus à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter. Tu verras que tu arriveras sur une page de ce type où tu pourras directement créer ton compte et ça ressemble à ça. Alors là, directement, moi je suis connecté à mon compte et là, tu as plusieurs onglets. Tu as le pilotage. Donc ici, c'est l'endroit où tu vas pouvoir aller voir l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois. Alors, je n'ai pas cliqué dessus, sinon je vais devoir flouter plein de trucs. Mais concrètement, tu vois son évolution, les hausses, les baisses, les hausses, les baisses. Transactions, donc là, tu peux voir que j'en ai 185. Pourquoi? C'est parce que mon compte bancaire, il est relié directement ici à Indy. Donc dès qu'il y a une transaction, elle remonte sur Indy. Je peux lui associer une facture, etc. À faire, ça va être notamment des suggestions d'Indy, que ce soit ne pas oublier de faire telle déclaration ou tel changement qui a lieu par rapport à notre statut, etc. Et la partie facturation, c'est ici qu'on va pouvoir faire des factures et des devis pour nos clients. Donc imaginons je veux faire une facture pour un client, je clique sur nouveau. Là je clique sur créer une facture juste là. Et ce qui est bien, c'est que c'est 100% intégré comme tu vas le voir. Donc ça va déjà me créer un style par défaut. Donc ça c'est moi le style de facture que j'ai créé. Mais toi tu peux aller dans Réglages pour mettre le style que tu souhaites en termes de design. Donc si imaginons toi tu veux pas un design comme moi, tu veux déjà une autre couleur, tu veux par exemple même une couleur personnalisée, c'est quelque chose qui est possible. On peut changer vraiment la couleur comme on le souhaite. Ensuite on peut aussi dans général modifier le style de thème. Donc comme ça, donc moi je me suis mis sur le standard, couleur je me suis mis sur celle-ci. Et après aussi au niveau des lignes ici, ça peut être du contrasté, du quadrillé.
donc là où c'est vraiment fermé. Donc ça, c'est vraiment comme tu préfères. Et comme ça, tu as des factures qui sont vraiment nickel. Donc moi, je vais rester sur classique. Je vais faire enregistrer juste ici. Donc là, je vais faire un petit retour juste là. Et après, là, tu peux directement ajouter le client à qui tu as vendu quelque chose. Alors moi, tu vois, là, il y a certains de mes clients qui sont ajoutés. Si je prends l'exemple de Veloria, quand je clique dessus, il y a directement ces informations qui s'ajoutent parce que je l'ai ajouté en tant que client. Là, titre et texte d'introduction, tu n'as pas besoin d'en mettre. Mais concrètement, pour te montrer où ça s'affiche, je vais te montrer. Ça s'affiche juste en dessous, tu vois, juste là. Mais il n'y en a pas besoin. Donc là, ici, tu peux laisser vide. Tu cliques sur suivant. Ensuite, le nom de l'item. Donc là, ça va être qu'est-ce que tu as vendu. Donc pour l'exemple, bon, tiens, bon, là on voit, bon, c'est pas très grave, je laisserai, je vais pas flouter. Mais pour l'exemple, imaginons, j'ai fait des logos pour mes clients, donc 2 logos, 140 €. Voilà. La nature de l'activité, donc là, est-ce qu'on fait de la vente de marchandises, de la prestation de service? Donc moi, c'est de la prestation de service. Le prix, bon, je vais prendre un autre exemple pour te montrer. Donc imaginons 200 €. Voilà. La quantité, donc là, si tu as vendu plusieurs fois ce même item ou prestation. La TVA, donc moi je suis en dessous des seuils de franchise, donc je ne facture pas encore la TVA, donc je reste à 0%. Par contre, si toi tu as la TVA, tu peux te mettre en TTC juste ici et du coup la faire passer à 20%. Bien sûr, tu peux aussi ajouter d'autres items ici. Alors là, on peut voir que il faut juste que je complète tous les champs. Donc j'ai dû ici, en gros, tu peux rajouter aussi une description, un prix. Donc si imaginons ici, on va dire que on a dit que c'était 200 €, voilà. Après là, tu peux ajouter un deuxième item. Si imaginons, pour l'exemple, on va dire qu'on lui a aussi fait une campagne publicitaire à notre client. Voilà. La nature de l'activité, c'est de la prestation. On va dire que pour l'exemple, ça coûtait 1000 €. Il y en a une. Et tu vois, ça rajoute ligne par ligne le total. Et après, tu as plus qu'à cliquer sur suivant. Là, tu vas pouvoir sélectionner le délai de paiement à partir du moment où la facture elle est éditée. Donc, si imaginons, moi dans mon cas, c'est 30 jours pour tous mes clients. Donc, je sélectionne 30 jours. Mais tu peux aussi mettre une autre durée à réception, ça c'est vraiment comme tu le souhaites. Donc moi je mets 30 jours directement et après tu peux aussi acheter ton RIB là. Alors moi je le fais pas, pourquoi? Parce que mes clients, j'ai déjà lors des premières prestations donné mon RIB, donc je le rajoute plus maintenant, ils l'ont déjà. Mais toi sinon tu peux le rajouter juste là. Et autres conditions, là c'est des termes et conditions obligatoires qu'il faut qu'on retrouve sur chacune des factures. Donc légalement en France. Donc là, c'est bien, c'est que ça complète tout automatiquement. Donc tu as directement les conditions pour être 100% conforme. Et ce que j'aime bien avec Kindy, bah, c'est ça, parce que moi je suis client depuis 2 ans. Mais concrètement, dès qu'il y a un changement de normes, de réglementation, bah, ils adaptent automatiquement les factures avec les nouvelles mentions. Typiquement, le EI juste ici, c'était pas obligatoire il y a encore 1 an et c'est devenu obligatoire et du jour au lendemain du coup dès que ça a été mis en application le jour même toutes les factures on avait la mention UI donc on était 100% conforme. Donc ça c'est vraiment bien, c'est que là-dessus c'est top. Et là on peut cliquer sur valider la facture. Et là, on peut sélectionner une date d'émission de la facture. Alors moi, je ne vais pas la valider parce que comme tu le vois ici, une fois qu'elle est validée, on ne peut plus la modifier ni la supprimer. On peut faire une facture d'avoir pour l'annuler, si imaginons on s'est trompé sur le prix, etc. Mais là, moi, c'était pour l'exemple, pour te montrer. Donc, je ne vais pas la valider, sinon c'est un exemple, je vais devoir faire la facture d'avoir et je n'ai pas envie. Là, c'était juste pour te montrer. Mais concrètement, voilà, ça fonctionne comme ça. Et après, tu peux même, si tu veux aussi, fermer ici et enregistrer un brouillon. Alors moi, là, il n'y a pas besoin, je vais pas enregistrer parce que je vais pas faire cette prestation pour mon client. Donc, je vais faire fermer sans sauvegarder. Mais voilà, c'est un outil qui est vraiment top là-dessus et que je te conseille. Comme je t'ai dit, je te mets le lien en description pour la version gratuite. Franchement, je te la conseille parce que bah, tu n'as rien à payer et aussi tu as un bonus directement à l'ouverture. Maintenant, 7e point, c'est ne pas anticiper ses cotisations et tout dépenser. Alors là, il y a 2 éléments par rapport à ça. Premièrement, c'est que les cotisations sociales, elles sont prélevées a posteriori qu'on a déjà fait notre argent. Donc en micro-entreprise, l'URSSAF, c'est calculé sur le chiffre d'affaires encaissé, mais elle n'est pas prélevée immédiatement. C'est-à-dire que si aujourd'hui je gagne 100 €, l'URSSAF ne va pas me prélever aujourd'hui l'URSSAF le même jour. Ça va être un décalage. En général, c'est de manière mensuelle ou sinon on peut aussi le faire de manière trimestrielle. Donc ça peut être un décalage de 1 mois, voire 3 mois. Donc il ne faut pas dépenser tout cet argent, sinon on peut se retrouver dans des graves difficultés. Donc si tu encaisses beaucoup 1 mois, tu paieras tes cotisations le mois ou le trimestre suivant selon ton option, ce que tu as choisi. Moi dans mon cas, je me suis mis au trimestriel. Je trouve que c'est le mieux, ça fait 4 déclarations par an. Par contre, il faut bien du coup se rappeler voilà, que je vais devoir de l'argent sur 3 mois d'un coup à l'URSSAF. Et non pas à la fin de chaque mois où je déclare juste le mois précédent. Donc si tu as tout dépensé entre temps, bah, tu risques de ne pas pouvoir payer. Et deuxièmement, tu risques aussi des pénalités de retard. Donc si tu ne payes pas tes cotisations à temps, ce qui peut arriver, tu peux avoir des majorations et aussi des pénalités qui s'accumulent rapidement. Et c'est un cercle vicieux qui met en danger la trésorerie de l'entreprise, qui va aussi te mettre en danger de ton stress parce que tu vas commencer à stresser si tu as des pénalités, etc. Donc c'est pour ça que ça c'est vraiment important, c'est anticiper
à ce niveau-là. Et si tu utilises des outils voilà, de facturation, bah, automatiquement, ils te disent, là sur Indy, moi à chaque fois, j'ai mon rapport où je sais que sur tant d'argent qui est encaissé, je dois tant à l'URSSAF. Donc je sais précisément combien d'argent il faut que je laisse sur le compte pour payer l'URSSAF. Maintenant, en 8e point, c'est confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Et ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Donc pour le coup, le chiffre d'affaires, c'est ce que tu encaisses. Mais le bénéfice net, c'est autre chose. C'est vraiment ce que tu as réellement dans la poche après avoir payé l'URSSAF, les impôts, que ce soit l'impôt sur le revenu ou le versement libératoire, tes frais pro éventuels, même si on ne peut pas les déduire en micro-entreprise. Donc tu risques de vivre au-dessus de tes moyens. Si imaginons tu gagnes 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois et tu dépenses ces 3 000 euros parce que tu considères ça comme du salaire, bah là tu vas être rapidement dans le rouge. Parce qu'en réalité tu as 24% de cotisation sociale si imaginons tu es en prestation de service, plus 2% si imaginons tu as le versement libératoire de l'impôt. Donc ça fait qu'en réalité, tu n'as pas 3 000 euros dans ta poche, tu as 2 220 euros dans ta poche. Donc si tu dépenses 3 000, bah, tu es quasiment à 800 euros, moins 800 euros. Donc ça c'est vraiment important. Et l'administration fiscale et l'URSSAF ne calcule pas sur ton bénéfice, mais sur le chiffre d'affaires brut. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important à ce niveau-là de bien comprendre les plafonds, les seuils pour pas avoir de mauvaises surprises. Mais après, voilà, pour te rassurer, ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Parce que je sais qu'à peu près je dois tant par rapport à temps qui est généré et les outils en ligne nous permettent aussi de faciliter notre vie là-dessus. Donc il n'y a rien de compliqué. Mais voilà, c'est quand même un point à prendre en considération que je voulais te partager, ne pas confondre ces deux choses. 9e point, c'est ne pas avoir de compte bancaire dédié à ton activité auto-entrepreneur, à ta micro-entreprise. Et ça, c'est une grosse erreur. Alors, il y a 4 éléments par rapport à ça. Premièrement, c'est que tu vas mélanger ton argent pro et perso. Résultat, tu ne sais plus clairement ce que tu peux vraiment utiliser pour toi. Donc, tu risques de dépenser l'argent des charges URSSAF que tu vas devoir payer dans un mois ou dans un trimestre sans t'en rendre compte et te retrouver en galère au moment du paiement. Parce que en fait tout est sur le même compte, donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Deuxièmement, tu perds en clarté et en rigueur financière, c'est que le compte dédié te permet de laisser tes cotisations sociales bien au chaud et de ne jamais y toucher. Donc tu vois instantanément ce que tu peux dépenser et ce que tu dois mettre de côté. Donc ça c'est un vrai gain de sérénité. Troisièmement aussi, tu risques des contrôles ou des complications administratives. Donc là, c'est en cas de contrôle ou de litige. L'administration, ils peuvent te reprocher de ne pas avoir séparé tes flux pro-perso. Et surtout, il faut savoir qu'au-delà après de 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives, le compte bancaire pro, il est même obligatoire directement. Mais moi, je te conseille de l'avoir dès le début parce que ça te permet de tout bien gérer parfaitement et de tout bien cloisonner là-dessus. Et 4e point aussi, c'est qu'il existe aujourd'hui des comptes pro qui sont gratuits. Donc, tu n'as même pas besoin de payer certains comptes bancaires payants. Il y a des comptes gratuits. Donc là, tu n'as plus aucune raison de te priver là-dessus. Et pareil, pour ça, j'utilise Indy. Alors, j'ai la facturation du coup gratuite chez Indy et j'ai aussi leur compte pro Indy. Donc, un compte pro gratuit. Et pour le coup, ça te permet de gérer facture, devis, compta, d'avoir une carte bancaire aussi de micro-entreprise. Donc, ça, c'est l'idéal. Et leur compte pro, il est vraiment top. Et c'est pas du gratuit en mode au bout d'un an, il y a un abonnement de 10 euros par mois. Non, non. Il est juste là. Il est vraiment 100% gratuit. Il n'y a pas de frais. Tu payes par carte. Il n'y a pas de frais. Tu fais des virements instantanés. Il n'y a pas de frais. Donc aujourd'hui, c'est la meilleure solution là-dessus. L'ouverture, c'est ultra rapide. Tu vois, ça prend 10 minutes. Donc pareil, je te mettrai le lien de cette vidéo pour avoir aussi ton compte pro dédié qui est vraiment gratuit et qui te permet du coup de distinguer pour le coup la partie personnelle et professionnelle. Donc voilà par rapport aux 9 erreurs qu'il faut vraiment pas faire quand on devient auto-entrepreneur. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question à la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets les liens de cette vidéo, notamment pour la partie domiciliation avec LegalPlace pour payer beaucoup moins de CFE. C'est pour moi la chose la plus intéressante à faire dès le début pour optimiser et économiser jusqu'à 1 000 euros par an. D'ailleurs, par rapport à ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka qui donne droit à 15% de réduction. Donc c'est juste hyper intéressant. Et pareil, je te mets le lien pour faire tes factures, devis et aussi avoir un compte pro aussi qui est gratuit directement avec Indy avec des bonus à l'inscription, que ce soit pour le compte pro ou pour la facturation. Donc ça, c'est vraiment top là-dessus. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.